Nous reproduisons une expérience psychologique sur les perceptions de l'inconfort. Ceci est un seau d'eau froide. Vous allez y mettre votre main et vous allez la garder là-dedans pendant une durée que nous ne vous dirons pas. Tant qu'elle est dans l'eau, vous pouvez évaluer votre inconfort sur cette échelle. Si vous en êtes au point où vous vous dites « Je suis en agonie, laissez-moi retirer ma main d'ici », vous pouvez monter l'intensité jusqu'à ce niveau. Oh mon Dieu. Oui, je ne sens plus mes doigts. Ça pique. Douloureux. Glacial. Douloureux. Engourdi. Engourci. Plus de douleur. Je ne peux plus tenir. Et évidemment, vous avez 2 mains et nous ferons cela 3 fois. Je reproduis une expérience menée par Daniel Kahneman et Barbara Fredrickson en 1993. Comme dans l'étude originale, j'ai dit aux participants que nous étudions la différence de perception de la douleur entre la main dominante et la main non dominante. Je suppose que vous êtes droitier? Oui, je suis droitier. D'accord. Mais ce n'est pas le véritable but de l'expérience. Main gauche dedans. Vas-y. Oh, c'est froid. Et nous avons commencé? Ouais, jusqu'au poignet. C'est bien. Ça fait quoi comme sensation? Glacial. Ouais, il y a un moment où ça donne presque l'impression d'une crampe. À la fois engourdi et picotant. Il fait de plus en plus froid, ouais. La moitié des participants a été assignée au hasard, pour commencer avec leur main gauche. L'autre moitié a d'abord utilisé leur main droite. Ils ont indiqué en temps réel le niveau d'inconfort qu'ils ressentaient. Cela devient progressivement pire. C'est froid. Je ne voudrais pas rester là très longtemps. Bien. Venez-vous de Russie ou quelque chose comme ça? Oui, monsieur. Donc vous êtes habitué au froid? Oui, je suis habitué au froid, monsieur. À la fin de l'essai, je leur ai dit de retirer leurs mains et de donner une évaluation globale de l'expérience. Environ 7? Ah oui? Oui. Je veux dire, je ne voudrais pas nager là-dedans. Non! 3. 7. Ensuite, ils ont pris une pause de 15 minutes avant de revenir immerger leur autre main. Ouais, je ne peux pas tenir. Mais c'est vraiment froid, hein? Ouais. Je pourrais probablement continuer 1 minute encore. Et 1 heure? C'est comme une piqûre cette fois. Je commence à ne plus sentir ma main, quelque chose comme ça. Est-ce une bonne chose ou une mauvaise chose? Mauvaise, bien sûr. Ça faisait quoi? C'était bien plus douloureux que ma main droite. Ce que les participants ne savaient pas, c'est que les 2 essais étaient différents. Ils ont commencé de la même manière, une main immergée dans de l'eau à 14 degrés Celsius pendant 60 secondes, et un des essais s'est arrêté là. Mais l'autre essai a duré 30 secondes supplémentaires. Pendant ce temps, la température de l'eau a légèrement augmenté pour atteindre 15 degrés Celsius. Est-ce que je l'ai laissé ici plus longtemps par rapport à la dernière fois? On dirait que ça fait un moment. Cette augmentation de température a réduit l'inconfort. On dirait que ça rend l'eau légèrement plus chaude. C'est un peu moins désagréable. Mais c'était quand même inconfortable. Ce n'est pas le genre de choses que vous voudriez faire longtemps. Non, j'aimerais vraiment être mort maintenant. Encore une fois, nous avons mélangé l'ordre pour savoir si le long essai était le premier ou le deuxième et s'il se faisait avec la main gauche ou la main droite. La question ultime était, si je devais vous demander de répéter l'une de ces 2 expériences, laquelle choisiriez-vous? Probablement la main gauche. Oui, oui. Vous referiez la première? Oui, je pense que oui. Je dirais la deuxième avec la main droite. La première, la main droite. Je vais choisir la première. La première? Dans notre réplication à petite échelle, 7 personnes sur 12 ont dit qu'elles préféreraient répéter l'essai le plus long. Dans l'étude de Kahneman et Fredrickson, cette préférence était encore plus forte, presque tous leurs participants préférant l'essai le plus long. C'est le même essai qu'ils ont indiqué en temps réel comme étant douloureux pendant une période plus longue. Les 2 essais duraient 60 secondes à 14 degrés Celsius. L'essai le plus long a simplement duré 30 secondes de plus, avec une augmentation de la température de l'eau d'1 degré. C'était toujours inconfortable et c'était 50% plus long. Et pourtant, c'est l'essai que la plupart des gens ont préféré. Un des participants de l'étude originale, après avoir déclaré qu'il préférait répéter l'essai le plus long, a murmuré « Le choix que j'ai fait n'a pas l'air d'avoir beaucoup de sens. » Donc, le premier essai durait 30 secondes de plus, vous avez enduré l'inconfort plus longtemps, mais à la fin, l'inconfort a diminué un peu,
et la partie supplémentaire n'était pas agréable. Ce n'est pas comme si cette partie supplémentaire était géniale et que vous vouliez la refaire. Si je vous demandais quel essai vous voudriez refaire, Probablement le premier. Vous me diriez le premier? Ah ouais. et c'est celui qui représente en fait une expérience d'inconfort plus longue. Ah oui. Aussi difficile que cela puisse être à comprendre dans certaines circonstances, apparemment, les gens préfèrent ressentir plus de douleur que moins. Mais pourquoi est-ce ainsi? Pour enquêter, Fredrickson et Kahneman ont mené une étude de suivi, où ils ont montré des versions courtes et longues de vidéos agréables et désagréables à des étudiants de premier cycle. Parmi les exemples de vidéos agréables, on trouvait un chiot jouant avec une fleur et des vagues se brisant sur une plage, tandis que les vidéos désagréables montraient les conséquences de Hiroshima et un film médical sur une amputation. Après la vidéo, les étudiants ont évalué leur expérience. Ce qu'ils ont découvert, c'est que la durée de la vidéo avait très peu d'effet sur l'évaluation rétrospective, positive ou négative. Kahneman et ses collègues suggèrent que cela est dû, au moins en partie, aux deux façons différentes dont nous expérimentons le monde. Sur le moment, en tant que soi qui vit l'expérience, ou rétrospectivement, en repensant aux événements en tant que soi qui se souvient. Si vous traversez quelque chose de désagréable et que quelqu'un vous offre la chance d'arrêter, vous, le soi expérimentant, accepterez probablement leur offre. Mais pour le soi se souvenant, la durée d'une expérience semble avoir beaucoup moins d'importance. Ce phénomène s'appelle la négligence de la durée. Une étude réalisée en 2008 a montré que la durée des vacances n'avait pas d'incidence sur le souvenir qu'on en gardait. Donc, si la durée d'une expérience n'affecte pas votre souvenir de celle-ci, qu'est-ce qui le fait? La réponse semble être les moments clés, en particulier ceux qui suscitent la réaction émotionnelle la plus forte. Comme l'a écrit le romancier Milan Kundera, la mémoire ne fait pas de film, elle fait des photographies. Et ces photographies capturent généralement les moments les plus intenses et marquants de l'expérience. Les moments les plus joyeux, drôles, douloureux, effrayants de la vie sont ceux qui sont retenus et par conséquent, ils en viennent à représenter l'expérience dans son ensemble. C'est une version de l'heuristique de représentativité, un terme inventé par Daniel Kahneman et Amos Tversky dans les années 70. Ils étudiaient comment les gens pensent aux probabilités. Imaginez une famille de 6 enfants. Est-il plus probable qu'ils soient nés dans l'ordre garçon, 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 fille, fille, fille ou fille, garçon, garçon, fille, garçon, fille? Pour la majorité des participants, le premier ordre a été considéré comme nettement moins probable. En réalité, les deux ordres sont équiprobables, mais garçon, 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 fille, fille, fille semble moins probable car il paraît moins aléatoire. Je veux dire, les gens ont un modèle mental de l'aléatoire et garçon, 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 fille, fille, fille ne correspond pas à ce modèle. Nous nous appuyons tout le temps sur la représentativité comme raccourci mental, mais parfois cela peut nous induire en erreur. Un exemple célèbre de Kahneman et Tversky est connu sous le nom de problème de Linda. Linda a 31 ans, elle est célibataire, franche et très intelligente. Elle a étudié la philosophie. Durant ses études, elle s'est beaucoup investie dans la lutte contre la discrimination et pour la justice sociale, et a participé à des manifestations anti-nucléaires. Alors, lequel est le plus probable? Linda est-elle caissière de banque, ou Linda est-elle caissière de banque et active dans le mouvement féministe? La majorité des personnes à qui l'on pose cette question donnent la seconde réponse, ce qui est logique, car la description de Linda correspond à notre modèle mental d'une féministe. Mais mathématiquement, il doit être plus probable qu'elle soit caissière de banque, car caissière de banque féministe n'est qu'un sous-ensemble de caissière de banque. Par définition, toutes les caissières de banque féministes sont des caissières de banque. Stephen Jay Gould a dit « Je sais que l'énoncé conjoint est le moins probable, et pourtant une petite voix dans ma tête continue de sauter partout en criant. Mais elle ne peut pas être juste caissière de banque. Lisez la description. » Le problème avec l'heuristique de représentativité, comme avec de nombreuses heuristiques, c'est que nous tombons dedans même si nous savons que nous sommes en train de le faire. Je veux dire, techniquement, les aubergines, les concombres et les avocats sont tous des baies. Mais parce qu'ils ne sont pas petits et sucrés comme les fraises ou les myrtilles, nous ne les considérons pas comme des baies. Une aubergine ne correspond pas à mon idée préconçue d'une baie.
Donc, même si je sais que c'est techniquement une baie, je vais continuer à l'appeler un légume. La caractéristique principale d'une aubergine est que je la cuisine comme un légume. De manière surprenante, une fraise n'est techniquement pas une baie. La botanique est déroutante. Ainsi, l'heuristique de représentativité est la raison pour laquelle nous pensons que Linda est plus susceptible d'être une caissière de banque féministe plutôt que simplement une caissière de banque, et pourquoi je n'arrive pas à appeler une aubergine une baie. Et la représentativité est la façon dont les moments forts de notre passé en viennent à représenter des expériences entières. Mais ce n'est pas la seule chose qui influence notre perception du passé. Nos cerveaux se souviennent mieux et attribuent donc une plus grande importance aux événements plus récents. C'est ce qu'on appelle le biais de récence. Donc, si vous deviez lister vos repas de la semaine passée, vous vous souviendriez plus facilement des plus récents. La fin d'une expérience joue un rôle démesuré dans la façon dont elle est mémorisée. Je veux dire, combien de personnes regardent à nouveau Game of Thrones en ce moment, par exemple, comparé à, disons, Breaking Bad? La dernière saison de Game of Thrones était si mauvaise que je ne pense pas revoir un seul épisode. La fin a terni ma vision de l'ensemble. Et il semble que cela s'applique également lorsqu'on juge la qualité d'une vie. Dans une étude de 2001, des chercheurs ont raconté une histoire fictive sur Jen, une femme jamais mariée sans enfant. Elle est extrêmement heureuse. Elle a un travail qu'elle aime, beaucoup d'amis proches, part en vacances et a beaucoup de passe-temps épanouissants. Puis, elle est percutée par une voiture à l'âge de 30 ans et meurt instantanément et sans douleur. En prenant sa vie dans son ensemble, à quel point pensez-vous que la vie de Jen était désirable? Pour l'autre moitié des participants, les chercheurs ont raconté la même histoire sur Jen, mais ont ajouté 5 autres années à sa vie. Des années agréables, mais pas aussi bonnes que les 30 premières. Ensuite, ils ont posé la même question. En considérant sa vie dans son ensemble, à quel point pensez-vous que la vie de Jen était désirable? Et ce qu'ils ont découvert, c'est que les gens jugeaient que la vie plus longue de Jen était moins désirable. Que vivre ces 5 années supplémentaires, bonnes, mais pas exceptionnelles, réduisait en réalité la qualité globale perçue de sa vie. La fin compte. Ils ont répété cette même histoire avec Jen, qui vit jusqu'à 60 ans par rapport à 65 ans, et les résultats étaient les mêmes. Ajouter des années légèrement agréables à une vie très positive ne l'améliore pas, mais diminue en fait la perception de la qualité de cette vie. Donc, quand il s'agit de tenir votre main dans un seau d'eau froide, votre expérience globale de l'événement se résume à 2 choses, le pic et la fin. Comme si je trouvais ça douloureux. Je n'arrive pas à croire que des gens se sont tenus devant nous en faisant les durs. Les 2 essais impliquaient de garder une main dans de l'eau à 14 degrés pendant la même durée, donc ils ont probablement créé le même pic d'inconfort. Mais l'essai le plus long avait une fin plus agréable. L'inconfort diminue. Je veux dire, c'est toujours inconfortable, mais pas tout à fait autant. En ajoutant 30 secondes légèrement moins inconfortables, Kahneman et Fredrickson ont pu amener les participants à se souvenir de l'expérience de manière plus positive. C'est clairement un mauvais choix pour le soi expérimental, mais un bon choix pour le soi mémoriel. Cela peut sembler un tour de magie insignifiant, mais cela a en réalité de grandes implications pour nos vies. Se souvenir positivement d'une procédure médicale, comme une visite chez le dentiste ou un bilan de santé, augmente les chances de la refaire, améliorant ainsi les résultats de santé à long terme. À la fin de leur article de 1993, Kahneman et Fredrickson posent la question suivante. Un médecin sera-t-il autorisé à ajouter un intervalle de douleur décroissante à la fin d'une procédure médicale si le seul avantage de cette douleur supplémentaire est de faire en sorte que les patients conservent un souvenir plus favorable de celle-ci? En 2003, Kahneman a fait exactement cela. Avec ses collègues, il a mené un essai avec 682 patients qui ont subi une coloscopie. La moitié d'entre eux a subi une procédure normale, l'autre moitié a eu 3 minutes supplémentaires à la fin de la procédure où le bout du coloscope a été laissé en place sans être déplacé. C'était donc inconfortable, mais moins douloureux que le reste de la procédure. Les patients qui ont vécu les 3 minutes supplémentaires d'inconfort à la fin ont évalué l'ensemble de l'expérience comme étant environ 10% moins désagréable.
Ils étaient aussi plus enclins à revenir pour un dépistage de suivi. La règle du pic de faim apparaît également dans la conception des expériences clients. Les hot dogs bon marché à la sortie d'IKEA en sont un exemple. L'expérience positive d'un hot dog savoureux et bon marché ou d'un cornet de glace conduit à un meilleur souvenir de toute l'expérience d'achat. C'est comme un médecin qui donne une sucette à un enfant après un contrôle. Savoir que c'est ainsi que le cerveau crée des souvenirs nous permet de créer de meilleurs souvenirs pour nous-mêmes. Pour courir plus, évitez les sprints douloureux en montée à la fin de votre entraînement. Sinon, faites une marche tranquille en discutant avec un ami ou en écoutant votre musique préférée. Vous souhaitez améliorer vos souvenirs de vacances? Les rendre plus longues ne comptera pas autant que de créer des journées excitantes et nouvelles. Veillez à ce que l'expérience soit de haut niveau et terminez-la par quelque chose d'agréable. Vous quittez votre emploi et souhaitez laisser un bon souvenir à vos collègues? Assurez-vous d'être particulièrement aimable avec vos collègues pendant vos dernières semaines. En résumé, pour créer de meilleurs souvenirs, vous devez optimiser le pic et la fin. En somme, la meilleure manière de conclure une vidéo YouTube est probablement par un message positif. Et pourquoi pas? Des images d'un chien mignon jouant avec des fleurs.